Bienvenue à tous. Donc, avant de commencer, je remercie la Société marocaine de rhumatologie de m'avoir donné l'opportunité de vous parler de ce sujet. Certainement, ce sujet, bien sûr, l'ostéodystrophie rénale pose des problèmes de prise en charge en pratique courante. Ça, c'est donc, vous le connaissez bien. Donc, comme introduction, l'ostéodystrophie rénale représente l'ensemble des complications osseuses et viscérales liées aux troubles du métabolisme phosphocalcique en rapport direct à l'insuffisance rénale chronique, soit aussi indirect, donc liées aux complications iatrogènes des thérapeutiques utilisées. Certes, l'hémodialyse a permis donc la prolongation de la vie des sujets urémiques, mais en contrepartie, la persistance prolongée de l'état urémique a fait émerger donc des cas d'hyperparathyroïdie secondaire assez sévères. Donc dès 1970, on a bien établi le rôle de la parathormone dans la survenue ou l'aggravation de nombreuses complications liées à l'insuffisance rénale chronique, telles que l'ostéodystrophie, cardiomyopathie, polyneuropathie. Et depuis, donc, la PTH est devenue une véritable toxine urémique par excellence, d'où l'importance de sa prise en charge. En fait, le terme d'ostéodystrophie rénale est un terme relativement restrictif pour résumer l'ensemble des perturbations de métabolisme phosphocalcique. C'est pour cela, depuis une dizaine d'années à peu près, donc un organisme international de néphrologues, le CADIGO, a donc remplacé ce terme par les troubles minéraux osseux liés à la maladie rénale chronique. C'est quoi ces troubles minéraux osseux? Bien sûr, c'est un ensemble d'anomalies qui comportent essentiellement trois types d'anomalies. Des anomalies biologiques portant sur le bilan phosphocalcique, calcémie, phosphorémie, PTH et vitamine D. Des anomalies osseuses portant sur donc, les anomalies de remodelage, minéralisation, volume, croissance et résistance osseuse. Et enfin aussi, donc, des anomalies cardiovasculaires, notamment les calcifications des vaisseaux sanguins. Et l'ensemble de ces trois anomalies expose le patient urémique à des fractures, à une augmentation des maladies cardiovasculaires et aussi à une mortalité. Donc, je vous rappelle que la maladie rénale chronique, il y en a 5 stades. Le stade 1, donc avec débit de filtration glomérulaire normal ou un peu augmenté, donc supérieur à 90 millilitres minute, jusqu'à le stade donc 5, c'est l'insuffisance rénale terminale avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à 15 millilitres minute. Voici donc les différents types d'ostéodystrophie rénale. On distingue l'hyperparathyroïdie secondaire ou l'ostéite fibreuse, c'est la forme la plus fréquente. Aussi, on a l'ostéomalacie, l'ostéopathie mixte qui est associée à la fois l'ostéomalacie et l'ostéite fibreuse, et aussi une entité, l'ostéopathie adynamique, caractérisée par un niveau de remodelage osseux bas. Quelques notions historiques. Initialement, l'amélioration de survie grâce à la dialyse a augmenté donc la survenue des cas d'ostéite fibreuse sévère. Et c'est à la fin donc, des années 1970 donc, que la contamination du dialysat par l'aluminium et les chélateurs aluminiques du phosphore ont fait émerger cette ostéopathie adynamique aluminique. Et à la fin de 1980 aussi, le contrôle exagéré de la PTH par les sels alcalins de calcium et les dérivés actifs de la vitamine D ont fait émerger une deuxième forme d'ostéopathie adynamique non aluminique. Et enfin, vers les années 2000, les grandes études portant sur le produit phosphocalcique, les études portant sur les calcifications vasculaires et la mortalité ont aidé à développer d'autres chélateurs non calciques et aussi les calcimimétiques. Ce sont des produits qui vont bien sûr agir sur les glandes parotides et diminuer la PTH. Pour tout ça, pour mieux contrôler le produit phosphocalcique et la parathormone.
Sur le plan épidémiologique, on note ici que la forme ostéite fibreuse et aussi l'ostéite, donc l'ostéopathie mixte, est la forme la plus fréquente au cours de l'insuffisance rénale chronique et aussi en cas de dialyse, alors que l'ostéopathie mixte, donc en violet, donc ici vient en tête de liste en cas de dialyse péritoniale. Et aussi, elle ne reste pas négligeable, même donc en cas d'insuffisance rénale chronique, donc avec ou sans dialyse, puisqu'elle représente à peu près donc 18 et 19%. Donc près de 20%, il y en a aussi l'ostéopathie adynamique. Sur le plan physiopathologique, donc l'insuffisance rénale chronique va entraîner une diminution de la vitamine D active, qui va bien sûr entraîner l'hypocalcémie, celle-ci va stimuler la PTH. Aussi de l'autre côté, l'insuffisance rénale chronique va entraîner une rétention phosphorée qui va stimuler aussi la sécrétion de PTH et cette parathormone augmentée va bien sûr entraîner l'ostéite fibreuse. D'un autre côté, l'insuffisance rénale chronique va favoriser l'acidose qui, avec l'hypocalcémie et le déficit en vitamine D, va favoriser un deuxième type d'ostéodystrophie qu'on appelle l'ostéomalacie. Et enfin, cette insuffisance rénale chronique va entraîner par le biais d'une résistance à la PTH et une diminution des facteurs locaux de remodelage, un troisième type qu'on appelle l'ostéopathie adynamique à bas remodelage osseux. Et selon la classification Cadigo, donc de l'ostéodystrophie, on distingue les formes suivantes selon les trois axes: le remodelage osseux, masse osseuse, minéralisation. Et vous voyez ici donc l'hyperparathyroïdie secondaire avec deux types, avec une masse osseuse augmentée, mais il y en a aussi une deuxième forme d'hyperparasecondaire avec masse osseuse basse. On a l'ostéomalacie avec un défaut de minéralisation et cette ostéopathie mixte qui est donc une forme intermédiaire entre ostéomalacie et ostéite fibreuse. Et enfin, l'ostéopathie adynamique caractérisée par donc une masse osseuse basse et un remodelage osseux très bas. Donc cette ostéopathie adynamique reste assez fréquente malgré la disparition des formes aluminiques. Elle existe encore donc de nos jours et elle est secondaire surtout au contrôle excessif donc de la PTH par les dérivés donc vitaminiques D. Donc, pour le diagnostic, on va commencer par les anomalies biologiques et selon donc, cet organisme international, le CADIGO, on préconise le dosage de la calcémie, phosphorémie tous les 1 à 3 mois chez les dialysés, la PTH chaque 3 à 6 mois, mais il faut donc noter que la fréquence de suivi, bien entendu, dépend de l'existence et de l'ampleur des anomalies biologiques. Aussi, on préconise les phosphatases alcalines tous les 12 mois ou de façon plus rapprochée si la PTH est augmentée. La vitamine D aussi, elle est préconisée, donc dont la fréquence dépendra du taux de base et des interventions thérapeutiques avec un niveau de recommandation 2C. Donc, quelles sont les cibles biologiques? Vous notez que ces cibles biologiques ont donc évolué, ont changé au cours du temps. En 2003, selon une association américaine, le CADOKI, donc on exige une calcémie optimale, c'est les références du laboratoire, mais en se référant à la calcémie corrigée par l'albumine, phosphatémie entre 1,13 et 1,78, produit phosphocalcique inférieur à 4,4. Et en 2009, donc selon le CADIGO, donc on retient calcémie, phosphorémie selon les références de laboratoire, mais vous voyez que le taux optimal de PTH, donc pour la limite supérieure, vraiment, elle a monté jusqu'à 9 fois donc, chez le dialysé. Donc le taux optimal chez le dialysé de PTH varie entre 2 à 9 fois. Et le produit phosphocalcique n'est plus donc une cible, il faut tenir
surtout de la calcémie et de la phosphorémie de façon séparée. Il y a eu une mise au point en 2017, on a gardé les cibles calcémie-phosphorémie, référence de Rabo. Taux optimal, cette fois-ci, reste inconnu et doit tenir compte, bien sûr, de plusieurs facteurs, notamment de la calcémie, de la phosphorémie. Donc, il n'y a pas vraiment un taux optimal de PTH. Est-ce que cette PTH sérique donc prédit le type d'ostéodystrophie rénale? Cette étude vous montre que pour une PTH inférieure à 150, donc vraiment elle est corrélée avec une ostéopathie à bas remodelage osseux, c'est en noir, avec une valeur prédictive de 83%. Et pour une PTH supérieure à 300, donc elle prédit une ostéopathie à haut remodelage osseux en blanc, mais quand même avec une valeur prédictive seulement de 62%. Et vous voyez qu'il y a cette colonne noire, donc c'est l'ostéopathie à bas remodelage osseux qui peut exister même avec une PTH supérieure à 300. C'est pour cela que le CADIGO a augmenté la limite supérieure de la PTH optimale de 300 jusqu'à 500 microgrammes par millilitre et préconise aussi d'associer la PTH au dosage de la phosphatase alcaline pour une meilleure évaluation de l'ostéodystrophie rénale. Est-ce que la PTH prédit la survenue de fractures au cours de l'ostéodystrophie? Cette revue de la littérature montre que, donc pour COCO, étude publiée en 2000, qu'il y a une association entre la survenue de fractures avec un taux de PTH bas, inférieur à 2 fois, donc la normale inférieure à 150. Alors, d'autres auteurs ont montré qu'il y a, comme Jadoul en 2006, que le risque relatif augmente si la PTH est très élevée. D'autres études ont montré aussi qu'il y a une corrélation entre donc, PTH élevée ou basse avec donc survenue de fracture, mais quand même, il y a des études qui n'ont pas trouvé une corrélation entre la PTH et la survenue de fracture. Donc, quand même, la PTH, on retient qu'une PTH basse ou une PTH très élevée, quand même prédit la survenue de fracture au cours de l'ostéodystrophie rénale. Pour les autres marqueurs, certaines études ont montré aussi une association fracture phosphatase alcaline élevée, alors que l'étude de Jamal n'a pas trouvé cette association. Et aussi une étude publiée en 2010 a montré une association donc, de survenue de fracture avec les marqueurs de remodelage osseux de pratiques non courantes, bien sûr, le PNP et le TRAP. Passons maintenant aux anomalies osseuses. Et on sait bien entendu, que la BOM, la biopsie osseuse, donc c'est un geste quand même agressif, mais donc il n'est pas systématique, bien entendu, au cours de l'ostéodystrophie rénale, mais ça reste recommandé en cas de fracture pathologique, en cas aussi de douleur osseuse persistante, en cas d'hypophosphatémie ou d'hypercalcémie inexpliquée, en cas de suspicion d'intoxication aluminique qui est devenue rare de nos jours, et aussi avant d'instaurer un traitement biphosphonate. Est-ce que la DMO a une place? Bien entendu, cette DMO sert surtout pour l'évaluation et le suivi de degré d'ostéopénie. Il y a quelques éléments quand même qui permettent toutefois d'orienter le diagnostic vers un type particulier d'ostéodystrophie rénale. Et on sait très bien qu'en cas d'hyperparathyroïdie sévère, l'ostéopénie prédomine sur l'os cortical, alors que l'inverse, donc une DMO donc osseuse vertébrale basse, c'est-à-dire qui prédomine sur l'os trabéculaire, donc se voit surtout dans l'ostéopathie adynamique aluminique. Mais de façon générale, on sait très bien que, bien sûr, la DMO n'est pas synonyme d'une masse osseuse minéralisée, et donc cette DMO, elle ne prédit pas le type d'ostéodystrophie rénale.
puisque bien sûr une DMO basse peut se voir dans l'ostéoporose, mais peut se voir aussi dans les trois types d'ostéodystrophie rénale. Et bien sûr, l'explication change d'un type à un autre. Par exemple, dans l'ostéomalacie, c'est par un défaut de minéralisation. Par l'ostéopathie adynamique, c'est par, bien sûr, une masse osseuse qui est diminuée. Et par l'hyperparathyroïdie secondaire, c'est surtout par un défaut de minéralisation secondaire. Est-ce que cette DMO prédit la survenue de fractures au cours de l'ostéodystrophie rénale? On sait très bien que la fracture est de mécanismes très complexes au cours de l'ostéodystrophie rénale. Avant, on considérait que la DMO ne prédit pas, bien sûr, la survenue ou non de fractures, mais quand même des données récentes, telles que cette méta-analyse, montrent que, bien sûr, il y a une corrélation donc, entre la DMO et une DMO basse et le risque de survenue de fracture. Et cette constatation a été retenue par le CADIGO qui, bien entendu, place la DMO donc, comme un facteur parmi d'autres qui peuvent prédire la survenue de fracture. Et vous voyez que cette étude montre un risque très élevé donc, de survenue de fracture chez les urémiques par rapport à la population générale. Et vous voyez donc avec des âges et de sexe comparables, le risque chez les insuffisants rénaux chroniques, donc il est de l'ordre plus que 4 dans le deux sexes. Et bien entendu aussi, cette étude retient que la mortalité à 1 an après une fracture de hanche est de 64%, contre seulement 15 à 20% chez les patients non dialysés. Et enfin, que les patients urémiques fracturent plus tôt à un âge plus jeune que dans la population générale. Donc, un petit aperçu sur les différents types d'ostéodystrophie. On va commencer par l'hyperparathyroïdie secondaire. C'est l'ostéite fibreuse qui représente la forme la plus fréquente. Elle entraîne donc une résorption osseuse et aussi des tumeurs brunes dans les stades avancés. Bien entendu, il faut insister sur l'intérêt de dosage de la PTH intacte et non pas la PTH totale. Le taux optimal de la PTH avant la dialyse, vraiment, il varie donc selon le stade de l'insuffisance rénale. De 1, lorsqu'on a donc inférieure à une fois la normale entre 30 et 60. 1 à 2,5 fois la normale pour une insuffisance rénale donc assez sévère. Et 2 à 3 fois la limite supérieure de la normale au stade d'insuffisance rénale terminale. Mais vous voyez que le taux de PTH au stade de dialyse donc, reste inconnu, mais quand même, il faut tenir compte donc, pour interpréter ce taux de l'ensemble des anomalies biologiques, c'est-à-dire la calcémie, phosphorémie, phosphatase alcaline, etc. Je vous rappelle donc, que l'hyperparathyroïdie secondaire donc, entraîne des signes de résorption radiologique. Surtout, retenez bien donc, la résorption au bord radial des deuxièmes phalanges, des deuxième et troisième doigts. Aussi l'érosion des anthèses au niveau de l'insertion des anthèses et la résorption de houppes phalangiennes classique. Aussi, il y a la résorption sous-chondrale des sacro-iliaques et l'aspect de poivre et sel au niveau du crâne. Les tumeurs brunes avec donc une forme kystique expansive excentrée qui prédomine au niveau du crâne, mandibule, côte, bassin, fémur et squelette appendiculaire. Donc aussi l'ostéosclérose qui touche le rachis et bien entendu avec l'aspect donc classique en maillot de rugby. Quant à l'ostéopathie adynamique, elle est définie par une diminution de remodelage osseux et du taux de formation osseuse. Les causes, bien sûr, sont autrefois c'est l'intoxication aluminique, mais maintenant c'est la frénation excessive de la PTH par les dérivés donc, de la vitamine D, notamment les dérivés N-alpha, et aussi l'apport excessif de calcium. Autres facteurs favorisants, diabète, âge, dialyse péritoniale, l'utilisation de corticoïdes. Bon, sur le plan clinique, elles sont caractérisées, ces formes, par une augmentation des fractures et des calcifications vasculaires, et aussi, bien entendu, une PTH diminuée et le plus souvent une hypercalcémie. L'ostéomalacie,
quant à elle, donc c'est une accumulation de tissu ostéoïde insuffisamment minéralisé. La donc, cause principale, c'est le déficit en vitamine D. Autrefois, bien entendu, c'est l'intoxication aussi aluminique, des facteurs favorisants tels que l'acidose, hypocalcémie, hypophosphorémie. Mais il faut insister sur l'intérêt de la biopsie osseuse pour différencier une ostéomalacie d'une ostéopathie adynamique, et on exige un volume ostéoïde de plus de 15% qui penche vers l'ostéomalacie plutôt que vers l'ostéopathie adynamique. Cette ostéomalacie avec les tassements biconcaves, bien entendu, et les stries de Loos-Milkman, surtout au niveau des os plats et au niveau de la face interne des cols fémoraux. Donc, passons maintenant aux complications cardiovasculaires et notamment les calcifications vasculaires. Ça, c'est une question très importante parce que ces calcifications ont montré un rapport aussi avec l'excès de mortalité chez les insuffisants rénaux et chez les dialysés. Donc, pour le diagnostic de ces calcifications, cet organisme CADIGO donc, préconise un abdomen sans préparation de profil qui va montrer des calcifications notamment aortiques. Et pour les calcifications valvulaires, on préconise une échographie transthoracique. Et il faut savoir que ces calcifications vasculaires augmentent le risque cardiovasculaire. Et parmi les facteurs favorisants de ces calcifications, cette étude montre que le score calcique des artères coronaires des dialysés est corrélé, donc est fortement associé à l'hyperphosphorémie et aussi à l'hypercalcémie. Cette large étude aussi de Framingham portant sur plus de 3000 patients montre que l'hyperphosphorémie augmente le risque de survenue d'événements cardiovasculaires. Il semble que l'ostéopathie adynamique est la forme la plus associée aux calcifications vasculaires, comme le montre cette étude. Donc, sur le diagramme, on voit que lorsque la surface doublement marquée à la tétracycline, elle diminue, le score de calcification artérielle, il augmente. Aussi, bien entendu, lorsqu'on a une surface ostéoblastique, lorsqu'elle diminue, témoignant bien entendu d'une ostéopathie adynamique, vous voyez que le score il augmente donc de calcification artérielle. Notez bien aussi, lorsqu'on a une ostéopathie adynamique, la supplémentation donc calcique, elle aggrave bien sûr le score de calcification artérielle, alors que cette supplémentation calcique n'aggrave pas le score de calcification artérielle dans la situation d'un os actif. Pour les études de mortalité, on a montré une association étroite entre le score de calcification des artères coronaires et la mortalité. Plus le score, bien entendu, de ces calcifications augmente, plus la survie diminue. Aussi, ça a été montré une association étroite entre hyperphosphorémie et augmentation du risque relatif de décès dans cette étude. Qu'en est-il de la PTH aussi? Pour la PTH, on a montré que les valeurs extrêmes, c'est-à-dire une PTH basse, inférieure à une fois la normale, ou une PTH contrairement augmentée qui dépasse les 600, et aussi, donc, elle est fortement associée à un taux de mortalité plus important. Enfin, pour la vitamine D aussi, on a montré dans cette large étude rétrospective que la supplémentation vitaminique, cette fois-ci par voie intraveineuse, elle augmente, donc entraîne une meilleure survie avec un taux de mortalité de 13,8% dans le groupe vitamine D+, contre 28,6% dans les patients non supplémentés. Donc, à part les calcifications vasculaires, il y en a les calcifications, bien entendu, périarticulaires des parties molles qui peuvent prendre des volumes considérables qu'on appelle les calcifications pseudotumorales. Et ces calcifications peuvent avoir des complications cutanées néfastes qui peuvent, bien sûr, entraîner une nécrose cutanée étendue. Donc, voici un cas personnel
de calcification pseudo-tumorale de l'épaule chez un patient dialysé depuis 4 ans avec une PTH très élevée quand même et une hypercalcémie, hyperphosphorémie. On n'arrive pas, bien entendu, à stabiliser ou à maîtriser cette hyperpara et cette hypercalcémie, hyperphosphorémie, malgré l'arrêt de calcium et de vitamine D. Malheureusement, on n'a pas de calcium mimétique pour faire baisser la PTH. On n'a pas aussi des chélateurs de phosphore non calcique en Tunisie. Donc, on était obligé de faire une une parathyroïdectomie, qui a vraiment donné un effet spectaculaire sur la calcification. Et on a noté une disparition complète de la calcinose 8 mois après cette parathyroïdectomie. Donc, on arrive maintenant au traitement. Pour vous dire que le traitement des troubles minéraux-osseux ou l'ostéodystrophie rénale repose sur la diététique, sur les médicaments, essentiellement les chélateurs de phosphore, les calcimimitiques et la vitamine D, bien entendu, et le développement de techniques de dialyse. Tout ça pour réduire la mortalité. Donc, pour le traitement, on va prescrire une supplémentation vitamino-calcique. Et on préfère au début la forme naturelle de vitamine D. Aussi, les sels de calcium. Pour, bien sûr, freiner la PTH. Aussi, il faut lutter contre l'hyperphosphorémie par le régime et par les chélateurs. Les chélateurs qui peuvent être calciques ou non calciques, c'est le nouveau chélateur, c'est le sévélamer et le lanthanum. Ce sont des chélateurs phosphoriques non calciques. Et si, bien sûr, on est donc insuffisant sur la PTH, on peut utiliser ce qu'on appelle les calcimimétiques, donc le Cinacalcet pour freiner cette hyperpara. Donc, on va commencer par le traitement de l'hyperphosphorémie. C'est un créneau très, très important parce que, bien entendu, l'insuffisance rénale, dès le début, va entraîner une rétention phosphorée et il faut, bien sûr, lutter contre cette hyperphosphorémie. Il y en a les moyens, le régime, l'extraction dialytique de phosphore et surtout les chélateurs du phosphore. Le régime avec, bien entendu, les aliments, donc il faut éviter les aliments riches en phosphore, bien sûr le lait, les dérivés, les poissons, les œufs, les fruits secs, les légumes secs, etc. Pourquoi donc faire un régime limité en phosphore? Parce que cette étude, portant sur 224 dialysés de façon longitudinale, a bien montré que le phosphate alimentaire sont liés à la mortalité des dialysés. Donc, un excès de phosphore alimentaire entraîne un excès de mortalité. Aussi, il faut bien entendu faire l'extraction du phosphore par la dialyse. Si on a une hyperphosphorémie persistante, c'est les recommandations de Cadigo. Et bien entendu, utiliser les chélateurs du phosphore. Nous disposons des chélateurs non calciques qui sont bien sûr le carbonate de calcium et l'acétate de calcium. Et des chélateurs non calciques, c'est le sévélamer et le carbonate de lanthanum. Pourquoi ces chélateurs? Parce que l'utilisation de ces chélateurs dans cette large étude, plus de 10 000 patients, donc répartis en deux groupes, un groupe prenant les chélateurs de phosphore et un groupe en rouge qui ne prenait pas, et vous avez vous voyez qu'il y a une différence significative, hautement significative. Les patients preneurs de chélateurs de phosphore ont une meilleure survie. Quel type de chélateur? Cette première étude, le CAR study, comparant l'acétate de calcium versus Renagel, c'est le sévélamer, a montré dans une première étude prospective sur quand même un échantillon qui est relativement faible, pendant 8 semaines de prise de ces chélateurs, a montré une supériorité de l'acétate de calcium par rapport au sévélamer sur, bien entendu,
l'hyperphosphorémie, le produit phosphocalcique, mais il n'y a pas de différence significative en ce qui concerne la frénation de la PTH. C'est pour cela quand même, pour voir est-ce que vraiment ces nouveaux chélateurs ont de la place ou non, les études se sont multipliées et on a cette CAR Study 2 qui porte sur un échantillon plus large pendant une période bien entendu plus prolongée, 1 an de traitement, et cette étude n'a pas montré donc de différence de progression du score de calcification des artères coronaires, et aussi il n'y a pas de différence donc de la prévalence de la fréquence des calcifications entre les deux groupes, donc acétate de calcium versus sévéramètre. Toutefois, quand même, sur le plan DMO, on a montré donc un effet positif de ce nouveau traitement, le Renagel, qui a montré quand même un gain de la DMO, aussi bien au niveau cortical, mais surtout au niveau trabéculaire par rapport au sel de calcium classique. Et vraiment, les méta-analyses concernant ce traitement n'ont pas montré une différence significative entre donc, les sels calciques traditionnels, conventionnels, par rapport à ce nouveau traitement concernant, bien sûr, la baisse, c'est-à-dire pour le traitement de l'hyperphosphorémie et pour la frénation de PTH, les deux produits donc, se valent. Quant au Lantanum, c'est un chélateur aussi non calcique de phosphate qui permet de réduire la charge calcique et de contrôler la phosphatémie. Et dans cette étude, donc Lantanum versus carbonate de calcium, dans une étude portant sur 63 patients, a montré quand même une moindre incidence de l'ostéopathie adynamique et d'hyperparasecondaire dans le groupe Lantanum. Mais il n'y a pas de différence en ce qui concerne l'ostéomalacie. Donc, selon le CADIGO, il est raisonnable que le choix parmi les chélateurs calciques compte donc de la présence d'autres troubles minéraux osseux, c'est-à-dire il faut tenir compte de la calcémie de la PTH. Si, par exemple, la calcémie elle est normale ou basse, il faut préférer, bien sûr, le sel de calcium, tel que le carbonate de calcium. Il faut en tenir compte aussi des traitements associés, des effets secondaires de chaque traitement. Enfin, donc aussi pour ces chélateurs, il faut réduire l'usage des chélateurs calciques en cas de calcification artérielle et aussi en cas d'ostéopathie adynamique. Il faut éviter les chélateurs calciques et aussi en cas de PTH basse, parce que ça freine aussi donc davantage le remodelage osseux et ce n'est pas bien dans cette situation. Donc, pour le traitement des anomalies de la PTH, vous voyez qu'il y a une tendance évolutive des valeurs de la PTH au fil du temps. Avant, on préconisait un taux optimal chez le dialysé de 150 à 300. Puis en 2009, 2 à 9 fois la normale. Et en 2017, il n'y a pas de taux optimal. Il faut bien sûr interpréter la PTH dans l'ensemble du tableau et l'ensemble donc des analyses biologiques. Pour freiner cette PTH, on dispose de la vitamine D. La vitamine D, bien entendu, native ou naturelle. La vitamine D3, la vitamine D2, la forme donc d'origine végétale. On a aussi les vitamines, donc première génération, le calcitriol, le 1,25. Deuxième génération, l'alpha-calcidiol, le 1-alpha, le 1-hydroxy-D3 et aussi le 1-hydroxy-D2. Et la troisième génération, c'est le paricalcitriol, c'est le Zimplar, le 19 Nord 1,25 d'hydroxy vitamine D. Vitamine D2, excusez-moi. Donc, il faut statuer le patient urémique, il faut faire un dosage de la vitamine D pour, bien sûr, rechercher un déficit sévère lorsqu'on a donc un dosage de 25 hydroxy D3 inférieur à 10, un déficit donc entre
lorsque le taux est inférieur à 20. Et bien entendu, lorsqu'on a un taux entre 20 et 30, c'est une simple insuffisance. Il faut retenir que le taux visé pour l'insuffisance rénale chronique, il faut viser une valeur entre 30 et 60 pour les 25 hydroxy D3. Donc, la plupart des auteurs vraiment fixent la barre à 40 nanomoles, c'est le taux idéal. Il est un peu plus élevé que chez le sujet, donc non insuffisant rénal. Quelle vitamine D utiliser? Vous voyez donc, par exemple, pour ce cas clinique, un patient de 56 ans, diabétique, avec une PTH très élevée, une hypocalcémie, une phosphorémie normale. Et donc, on a opté à corriger, bien entendu, son déficit. Il a un taux inférieur à 8 picogrammes par millilitre. Vraiment, il a un déficit sévère. Et donc, cette supplémentation par la vitamine D3, 200 000 unités, donc une ampoule toutes les 3 semaines, 3 fois, puis tous les mois, supplémentation calcique à dose forte au début, puis on a dégraissé au fur et à mesure. Et vous voyez donc qu'au bout de 8 mois du traitement, la PTH a baissé jusqu'à 75 picogrammes par millilitre pour donc vous montrer qu'on peut bien entendu freiner et corriger donc ces troubles minéraux-osseux par la simple supplémentation vitamino-calcique. Traitement de la PTH, vous voyez aussi donc cette étude qui montre l'intérêt de supplémenter les patients dialysés par la vitamine D naturelle, le cholécalciférol, 100 000 unités par mois. Et vous voyez qu'au bout à peu près 3 mois du traitement, nous avons observé 90% de correction du taux de 25 hydroxy D et aussi la forme active, le 1,25, avec aussi un freinage modéré de la PTH sans variation significative de produits phosphocalciques. Maintenant, il y a aussi, donc pour freiner les PTH, ces nouveaux traitements qu'on appelle les calcimimétiques. Ces traitements, ça augmente la sensibilité de la glande parathyroïde au freinage par le calcium. Vous voyez que le Sinacalcet, il stimule ces récepteurs des parathyroïdes pour le calcium, donc ça va freiner la synthèse, la sécrétion et bien sûr l'hyperplasie de ces glandes. Pourquoi c'est calcimimétique? Parce que dans les études pilotes ont montré aussi leur effet bénéfique sur la diminution de la parathyroïdectomie de l'ordre de moins 93%. Ce sont les résultats des études randomisées contrôlées versus placebo. Et vous voyez que ces médicaments, ce type de médicaments a montré un effet bénéfique aussi sur la réduction de survenue de fractures, sur la fréquence d'hospitalisation et aussi sur la diminution de la mortalité de moins 19%. Aussi, ces traitements ont montré leur impact sur la diminution de l'hospitalisation pour fracture en cas d'ostéodystrophie rénale. Mais quand même, donc, cette large étude et c'est contrôlé sur près de 4000 cas publiés dans le New England Journal of Medicine en 2012 n'a pas montré donc une différence significative de courbe de survie et de survenue d'événements cardiovasculaires dans le groupe Sinacalcet versus placebo. Donc, on a vu l'ensemble de tous ces moyens. Si on va donc parler des indications, à l'instar des données de la littérature et aussi de recommandations de cet organisme international de CADIGO, on peut dire que dans la forme d'hyperparathyroïdie secondaire, l'ostéite fibreuse, il faut bien entendu augmenter, c'est-à-dire corriger le taux de vitamine D du patient
jusqu'à 30 ou 60, donc entre 30, le taux doit être idéal entre 30 et 60 nanogrammes par millilitre. Donc, on peut le faire, cette correction, par l'apport de la vitamine D naturelle. Il faut aussi augmenter la dose de carbonate de calcium pris avec le repas pour corriger l'hyperphosphorémie. C'est un bon chélateur de phosphore. Si la dose de carbonate de calcium induit une hypercalcémie, on diminue la concentration en calcium dans le liquide de dialyse et bien entendu, on va diminuer la dose de ce chélateur calcique. Si encore l'hyperphosphorémie persiste, on peut avoir recours aux complexants non aluminiques et non calciques, le Renagel ou le Lanthanum. Si l'hyperphosphorémie dans ce cas est corrigée tandis que la calcémie reste normale ou basse, bien entendu, on peut avoir recours aux dérivés N-alpha de vitamine D pour freiner encore la PTH s'il le faut. Et si la PTH intacte reste élevée, on peut avoir recours aussi aux calcimimitiques. Mais les calcimimitiques, si on a une hypocalcémie, il ne faut pas les utiliser. C'est surtout lorsqu'on a donc une calcémie normale ou calcémie augmentée qu'il faut bien sûr utiliser ces médicaments parce qu'il y a un risque d'hypocalcémie. Et dans le cas donc de PTH qui reste élevé, bon, élevé, c'est-à-dire avec un taux entre 7 jusqu'à 10 fois la normale, et que l'hyperphosphorémie persiste et la calcémie augmente, dans ce cas, la seule solution, c'est donc la parathyroïdectomie instrumentale, donc subtotale ou totale. Dans le cas d'ostéopathie adynamique, bien entendu, l'ostéopathie dynamique aluminique devrait disparaître depuis l'arrêt de la contamination de dialyse par l'aluminium. Mais en cas d'ostéopathie adynamique non aluminique, bien dans ce cas, il faut bien entendu stimuler la sécrétion de la PTH en stoppant les dérivés N-alpha de la vitamine D et le supplément calcique. Dans ce cas, il ne faut pas continuer cette supplémentation parce que ça va freiner davantage la PTH et va aggraver l'ostéopathie. Et en cas d'hyperphosphorémie, donc on augmente bien entendu le sel de calcium et il faut baisser le calcium donc, dans le dialysa pour créer une balance calcique négative et stimuler, on espère stimuler la PTH pour mieux, ou mieux dans ce cas, si on ne peut pas faire ça, on peut bien sûr utiliser les chélateurs de phosphore non calciques pour éviter l'hypercalcémie. Enfin, pour l'ostéomalacie, bien entendu, il faut traiter par le carbonate de calcium à forte dose et aussi par la vitamine D naturelle qui corrige bien sûr le stock et peut bien sûr augmenter même la forme active de la vitamine D. Il faut insister sur le traitement préventif chez les urémiques dès le début de l'insuffisance rénale. Bien entendu, le meilleur rapport coût-efficacité reste la supplémentation vitaminique D naturelle et l'utilisation des chélateurs calciques de phosphore avec le repas dès le début de l'insuffisance rénale, bien entendu, pour ne pas aggraver cette hyperparathyroïdie secondaire. Un petit mot sur l'ostéoporose et insuffisance rénale. Selon les recommandations de Cadigo, donc pour le stade 1 et 2 de la maladie rénale, donc si on a une ostéoporose densitométrique et ou au risque de fracture, on peut bien sûr traiter comme dans la population générale, notamment aussi par les biphosphonates. Pour le stade 3, si on a une ostéoporose et ou au risque de fracture, mais sans anomalie biologique du métabolisme phosphocalcique, c'est-à-dire après stabilisation de ces anomalies s'il y en a, on peut suggérer un traitement dans ce cas. Et pour les stades avancés, bien entendu avec des anomalies biologiques, des MO basses et haut risque de fracture, il faut tenir compte de la réversibilité des troubles minéraux osseux, la progression de cette insuffisance rénale et aussi, dans ce cas, il faut exiger la BOM pour statuer le type d'ostéodystrophie rénale. Donc, en conclusion, pour simplifier les choses, on parle plutôt maintenant des troubles minéraux osseux. Donc, il faut faire le bilan phosphocalcique, il faut viser ces valeurs cibles
calcémie référence de laboratoire, calcémie totale, phosphorémie aussi. La PTH, donc, il faut doser la PTH intacte et il faut savoir que chez le dialysé, quand même, le taux de PTH reste inconnu. Mais si on a une PTH élevée ou qui s'élève donc au cours de suivi, dans ce cas, il faut corriger une carence en vitamine D. En cas d'hyperphosphorémie, qui est la situation la plus fréquente, il faut utiliser le régime, les chélateurs de phosphore, privilégier donc le sel calcique, le carbonate de calcium, et bien entendu, surtout lorsqu'on a une hypocalcémie associée. Pour freiner la PTH, il faut utiliser la vitamine D au début naturel. S'il le faut, les dérivés vitaminiques, le 1-alpha. Mais il faut savoir, lorsqu'on a une hypercalcémie, hypophosphorémie, il faut éviter ces dérivés alpha parce que ça aggrave l'hypercalcémie, l'hyperphosphorémie. Et dans ce cas, il faut bien sûr privilégier les calcimimitiques s'il le faut. Et dans les cas sévères et rebelles, on peut avoir recours à la parathyroïdectomie. Lorsqu'on a donc un taux de PTH bas, donc inférieur à 2 fois la normale, il faut se méfier de l'ostéopathie adynamique. Il faut diminuer, arrêter la vitamine D, aussi diminuer, arrêter le calcium. Et dans ce cas, il faut bien sûr éviter les calcimimitiques, qui bien sûr diminuent la PTH et qui peuvent aggraver ces ostéopathies à bas remodelage osseux. Je vous remercie.